Bonjour, merci à tous d'être avec nous cet après-midi. Nous allons avoir une conférence autour des mobilités internes et externes également. Pour cela, je suis accompagnée de 6 intervenants qui viennent de secteurs différents. Je vais vous demander de vous présenter à tour de rôle. Bon, on va commencer par vous, Charles Elliott. Bonjour à tous, Charles Elliott de Bordeaux, je suis le CEO de Global Exam, une EdTech de 107 personnes aujourd'hui. Et donc j'ai cette double casquette d'être à la fois un prestataire qui permet de former les collaborateurs en entreprise et aujourd'hui de DRH de ma société qui se développe rapidement. Séverine. Bonjour à tous, Séverine Delebar, donc je suis DRH d'Invivo Retail. Donc c'est la branche retail du groupe Invivo qui est un groupe de coopération agricole. Donc sur la branche retail, ça vous parle peut-être pas tout à fait, mais en termes d'enseigne, c'est Jardiland, Gamever, Jardinerie Delbar. C'est aujourd'hui 5000 collaborateurs internes et 12 500 si on compte l'ensemble de notre écosystème autour des franchisés notamment. Bonjour à tous, Caroline Garnier, je suis la DRH pour SAP en France. Donc SAP, si vous ne connaissez pas, c'est une société éditrice de logiciels pour les entreprises. Entreprise allemande, leader sur son marché, donc dans le cloud pour être à la mode. Et nous sommes 100 000 au niveau mondial, 2 500 en France, avec la particularité d'avoir 40% de notre force de travail sur la R&D en France. Bonjour à toutes et à tous. Christine Durieux, directrice adjointe commerciale France de l'organisme M2I Formation. Donc nous représentons un catalogue de plus de 2400 formations sur les domaines de l'IT, de la bureautique, du multimédia et également du management et du développement personnel et professionnel. Donc nous avons 35 implantations régionales et nous intervenons sur différents domaines, sur à la fois des cycles courts, des cycles longs, diplômants, et nous avons ouvert l'année dernière notre centre de formation pour apprentis. Voilà, donc moi je vous parlerai des dispositifs qui peuvent accompagner les mobilités internes et externes. Bonjour, Anne Daumaison. Je suis directrice du développement RH chez Naval Group, leader du naval de défense, qui représente 15 000 collaborateurs et qui est implanté à la fois en France, sur plusieurs bassins évidemment du littoral, mais aussi à l'international. Et à moi, pour finir, bonjour, je suis Catherine Barba, je suis la mamie du web. J'ai créé 3 entreprises dans l'e-commerce, le retail que j'ai revendu. J'ai investi dans une vingtaine de startups, souvent portées par des femmes. J'essaie de rééquilibrer un peu les choses. Et je suis administratrice du groupe Renault et du groupe Etam. Très bien. Merci pour ces présentations. Pour commencer, on va se demander tout simplement pourquoi favoriser les mobilités, pourquoi est-ce un sujet encore d'actualité, peut-être davantage après la crise, peut-être pas d'ailleurs. Pour commencer, je veux bien votre regard, Charles Elliott, sur le sujet, vu que vous accompagnez les entreprises dans le développement des compétences qui peuvent favoriser les mobilités. Bien sûr. Alors pourquoi favoriser les mobilités ? Tout simplement parce qu'on n'a pas le choix. Le monde bouge, les objectifs des entreprises évoluent. Les attentes des collaborateurs aussi. Donc, il faut tout simplement s'adapter. La question du coup qui suit, c'est comment favoriser les mobilités. Et vu qu'on va parler d'interne et d'externe, tout part du recrutement. Je vais prendre l'exemple de Global Exam, qui est ma société. On s'assure que les collaborateurs qu'on recrute partagent nos valeurs de changement, sont à l'aise, s'épanouissent dans une société en fort développement, avec évidemment des feuilles de route qui peuvent évoluer assez radicalement dans un temps assez court. Donc, dès le recrutement, évidemment, s'assurer de cette culture du changement. Et ensuite, la question, c'est celle de l'employabilité, de développer l'employabilité des collaborateurs pour leur permettre tout simplement, demain, d'être mobiles, parce que c'est leur souhait, et c'est aussi l'intérêt évidemment de l'entreprise. Comment du coup favoriser l'employabilité ? Alors, je ne vous cache pas que ça passe par la maîtrise des langues étrangères, mais ça passe surtout par un diagnostic en fait des compétences. Nous, ce qu'on voit évidemment dans la manière dont on collabore avec les entreprises, c'est de commencer par un bilan.
où en somme mes collaborateurs sur leur niveau réel, sur les compétences qu'ils ont parfois, sur les compétences qu'ils n'ont pas et qu'ils souhaitent acquérir, pour ensuite fixer un objectif atteignable, un objectif SMART, sur lequel on va pouvoir proposer une formation qui va permettre d'atteindre un objectif et qui va mettre le collaborateur en situation de réussite, développer sa confiance. Merci. Séverine, peut-être votre regard en tant que DRH. Oui, alors peut-être donner aussi le contexte de l'entreprise où je travaille. En effet, on est une entreprise en pleine transformation, relativement jeune, puisque on est né du rachat de Jardiland il y a 4 ans avec la structure historique du groupe qui était Gamever. Dans une phase de transformation que connaît beaucoup d'entreprises retail comparables à la nôtre, il est important en tout cas de projeter les collaborateurs aussi en interne. Je vous donne un exemple, on est en pleine phase en tout cas de transformation aussi de nos équipes de l'offre, donc ce sont les équipes qui achètent et qui vont se concevoir aussi l'ensemble de nos marques propres. Et pour ça, en fait, forcément, c'est des transformations d'envergure qu'il faut accompagner. Et tout simplement, on a pris la décision très forte de faire des assessments sur une centaine de personnes pour pouvoir aussi accompagner les collaborateurs dans leur projection interne. Et ça, c'est un élément très important. Je rejoins ce que dit Charles Elliott. C'est en effet important déjà d'évaluer les compétences de chacun, de pouvoir aussi les rassurer sur leur capacité aussi d'évoluer dans le cadre de cette transformation, pour mieux accompagner aussi les mobilités internes. Ça permet clairement d'avoir une cartographie, de pouvoir faire des plans d'accompagnement en termes de compétences, de pouvoir aussi détecter des compétences qui étaient peut-être pas du tout identifiées, parce qu'on a beau être manager au quotidien avec ses équipes, on a encore des zones d'ombre qu'on ne connaît pas. Et donc c'est intéressant d'aller aussi creuser ces zones d'ombre pour pouvoir aussi projeter des fois les collaborateurs sur des postes et des compétences qu'on n'aurait pas en tout cas imaginé. Donc on a beaucoup d'exemples en tout cas en interne sur ces sujets. Et donc là, l'idée aussi de ces assessments qu'on a mis en place, c'était vraiment de construire l'organisation de demain avec les équipes et en tout cas, mais en ne perdant pas de vue aussi notre besoin d'organisation interne. Sur la mobilité externe, juste un mot, c'est que je pense que dans la transformation, il ne faut pas démystifier en fait la mobilité externe. C'est un élément qui est important et intrinsèque. Aujourd'hui, les entreprises bougent, se transforment. Il ne faut pas perdre de vue ces objectifs aussi business et opérationnels. Et puis, il faut être aussi en phase avec le fait que des collaborateurs ne se retrouveront pas aussi dans cette phase de transformation. Et donc, en tout cas, chez nous, la mobilité externe, c'est vraiment pas un tabou. On en parle de façon très ouverte parce qu'on met en place aussi les accompagnements nécessaires. Et on le fait vraiment dans un accompagnement RH et individuel assez structuré. Et ça, je pense que ça sera un enjeu très fort pour les nouvelles générations aussi, qui aujourd'hui ne se projettent pas forcément 10 ans dans une entreprise. Et donc ces sujets-là, de toute façon, sont à aborder aussi dans des phases de transformation comme celle qu'on vit aujourd'hui au sein de groupes comparables. Catherine, peut-être votre regard justement un peu décalé peut-être. En tout cas, j'en fait. parle avec beaucoup d'humilité, moi, de la mobilité, parce que je regarde ça un peu de l'extérieur, avec mon regard d'entrepreneur. Mais il y a une chose qui m'a beaucoup marquée quand je suis rentrée de 5 ans aux États-Unis, c'est que, enfin vous le vivez, c'est effectivement le travail, les entreprises sont en complète révolution. Moi, ce que je perçois, et vous le savez mieux que moi, c'est qu'il y a évidemment une nécessité à bouger parce que les métiers changent. Et je le vois bien chez Renault, où il y a un énorme programme qui est en train d'être mis en place pour faire du reskilling de tous les métiers. Comment est-ce que le métier de Renault, de constructeur automobile, est en train d'évoluer vers un métier autour de l'économie circulaire, autour de la cybersécurité, autour de l'énergie, des choses totalement différentes. Donc ça, il faut donner les clés aux collaborateurs pour se sentir forts et capables dans ce monde de demain. Et puis au-delà de la contrainte, il y a une envie. Vous la sentez comme moi, il y a une aspiration énorme, une soif d'autre chose. On a envie de travailler autrement. On a vécu une entreprise hors les murs pendant des mois. Et puis, on a une soif inouïe d'autonomie, d'équilibre, de sens. Et je me dis que finalement, ce qui va nous permettre de nous transformer les uns les autres, le postulat de tout ça, c'est la confiance. Moi, je me dis qu'avant même de penser à faire des programmes, des formations, qu'est-ce qu'on fait pour redonner à chacun de nos collaborateurs, à nous-mêmes d'ailleurs, confiance en nous, confiance dans les autres, confiance dans l'avenir. Et ça me paraît être vraiment la clé.
que ce soit pour la mobilité interne ou pour aller dehors. Parce que c'est vrai qu'il va y avoir de plus en plus de passages vers d'autres statuts que salariés, hein, vers les indépendants, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Oui, complètement. Christine, peut-être votre regard et puis aussi votre regard sur les dispositifs réglementaires qui existent actuellement. Alors, je reprends un petit peu tout ce que vous avez dit, hein, j'adhère complètement, à savoir que les leçons aussi de cette crise, c'est qu'on ne retravaillera et on ne travaillera plus du tout de la même façon. Donc ça veut dire que ce temps qui a été consacré à travailler à distance ou à faire autre chose a permis aux uns et aux autres de se repenser, de se repositionner, de vouloir faire autre chose de sa vie. Donc du coup, une mobilisation externe, une mobilisation interne, c'est-à-dire qu'est-ce que ma société, et c'est là où je rejoins ce que disait l'entreprise InVivo tout à l'heure, de se dire qu'est-ce que mon entreprise me propose aujourd'hui, si elle ne me propose pas, qu'est-ce que je peux faire à l'extérieur. Alors, pour l'extérieur, il y a quand même pas mal de dispositifs qui ont été mis en place, on en discutait tout à l'heure. Vous avez un dispositif qui a été lancé par le gouvernement, qui est Transition collective, pour l'instant qui peine vraiment à décoller parce que, très lourd, même si effectivement il a aujourd'hui été assoupli par le gouvernement, mais c'est un dispositif pour des mobilités externes qui vaut le coup, même maintenant pour des mobilités internes. Donc c'est un dispositif qui n'est absolument pas, on va dire, à laisser sur le côté. Vous avez le projet de transition professionnelle qui est à la main du salarié, mais qui est également en adéquation avec les besoins de l'entreprise. On se met d'accord, on voit comment on fonctionne. Il est un peu long à mettre en place pour obtenir la validation des associations Transition Pro. Vous avez également donc des dispositifs. Alors le dispositif qui aujourd'hui et qui pendant, on va dire, 1 an et demi, même s'il existait avant, c'est le dispositif FNE Formation. Ce FNE Formation qui permet aujourd'hui d'accompagner de nombreuses mobilités, de nombreux parcours, que ce soit sur de la reconversion, des mutations. Donc on peut fouiller un petit peu plus à ce niveau-là. Vous avez aussi un dispositif qui est nouveau avec la loi de 2018, qui est la FEST. La FEST, très peu d'entreprises l'utilisent. Pourtant, sur des mobilités internes, c'est un dispositif qui peut être très, très intéressant. Vous avez des expertises fantastiques, donc que l'on cherche à conserver, c'est ce que l'on dit. Mais derrière, comment je peux mobiliser, intervenir sur des éléments. Et puis, vous avez aussi tout ce qui va tourner autour. Et là, on se retrouve par hasard, mais avec les SAP, on a un accord de partenariat sur des personnes qui sont demandeurs d'emploi, qui, elles, suite à la crise, se retrouvent, entre guillemets, sur le bord de la route. Et ces personnes, elles se posent encore des questions, accompagnées ou pas par le conseil en évolution professionnelle. Mais ces personnes qui sont demandeurs d'emploi, il y a des dispositifs comme People to Work qui permettent de repositionner des personnes sur des produits, des thématiques aujourd'hui qui ne sont pas émergentes, mais qui sont vraiment le top du marché, sur lesquels nous, par exemple, M2I Formation, nous formons et nous accompagnons l'ensemble des entreprises. Donc après, je peux laisser la main. Oui, peut-être Caroline, du coup, vous pouvez Oui. peut-être... Alors, je rebondirai plus tard sur effectivement le programme People to Work, mais peut-être pour revenir effectivement sur ce que vous disiez aussi, Christine, on est dans un domaine, nous, très compétitif, où on recherche beaucoup de talents, que ce soit en interne SAP ou chez nos consultants sur des produits SAP. Et l'ADN des SAP, c'est vraiment la créativité et l'innovation. Donc, nos collaborateurs sont, avec ce mindset-là, la soif d'apprendre vraiment. La quête de sens aussi, comme disait Catherine, c'est des éléments qui sont très présents chez nous depuis plusieurs années, bien avant la crise sanitaire qu'on a connue ou qu'on connaît encore d'ailleurs. Et pour ça, on met à disposition de nos collaborateurs un certain nombre de dispositifs qui sont assez différents les uns des autres. Je peux en citer 2. Le premier, c'est un programme de développement de compétences internes. Alors, c'est surtout du peer learning chez nous. Donc, en fait, nos collaborateurs ont la possibilité de rejoindre une autre équipe ou un autre pays ou une équipe similaire à l'international, par exemple, pour développer leurs compétences. Donc, pendant 1 à 6 mois, à temps complet ou à temps partiel. Et l'objectif, c'est vraiment de travailler déjà le réseau en interne et de développer les compétences, mais à la fois de la personne qui rejoint ce service-là, mais aussi des personnes qui sont dans le service. Je peux vous citer un exemple qui va vous parler, puisque c'est quelqu'un de mon équipe qui va parler à des DRH. Par exemple, une directrice de formation donc, au sein de l'ARH a rejoint chez nous les équipes avant-vente sur une application RH, parce qu'on a un logiciel RH au sein des SAP concret.
Et donc, elle participait aux réponses d'appels d'offres. Elle formait finalement les équipes avant-vente qui sont des consultants très forts sur des produits, mais moins sur le RH pur, sur les dispositifs de formation, etc. Et comme ça, elle testait aussi son envie peut-être plus tard d'évoluer sur ce métier-là. Bon, il s'avère que ça ne s'est pas comme ça, mais voilà, c'est un exemple. Et ça marche très très bien sur nous dans toutes les fonctions, et ça marche très bien aussi avec l'étranger. Donc effectivement, ça demande à ce que l'équipe, le manager de l'équipe, et que l'équipe aussi se réorganise temporairement, hein, bien sûr, pour que cette personne-là puisse s'extraire plus ou moins longtemps et développer ses compétences par ailleurs. Et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très très bien. L'autre programme qui fonctionne très bien chez nous, c'est un tout autre programme qui est plutôt l'accompagnement de start-up. Alors start-up, soit un terme, parce qu'on a un accélérateur de start-up, donc on fait des promotions, ça peut être sur la supply chain, sur la RH, etc. Et donc, on demande à nos collaborateurs s'ils sont intéressés à coacher ces startups. Donc, on travaille beaucoup avec les startups, ça fait vraiment partie de l'écosystème aussi des SAP, puisqu'on en rachète, on intègre certains de leurs produits, etc. Et donc, on apprend aussi de l'agilité des startups, évidemment, parce que nous, on est un petit peu plus, plus gros. Et du coup, c'est vraiment du peer learning aussi à ce niveau-là. Ensuite, on accompagne d'autres types de startups qui sont des startups à impact social, par exemple. Et là aussi, donc là, dans la quête de sens, c'est vraiment quelque chose que nos collaborateurs apprécient beaucoup. Donc, c'est des toutes petites startups et on procède par design thinking avec eux. Donc, on fait des ateliers tous les mois. Donc, on réunit les gens volontaires qui ont différentes compétences dans l'entreprise et qui donnent leur avis, qui aident, qui ouvrent leur réseau, etc. à ces startups impact social. Et ça marche vraiment très, très bien. Et du coup, ça cumule plusieurs avantages, notamment sur la quête de sens. Et ensuite, pour revenir sur le programme People to Work, donc c'est un programme qui existe en Allemagne, qui est notre maison mère depuis plusieurs années maintenant. Donc, on a formé 25 000 personnes en demandeurs d'emploi donc en Allemagne ces dernières années. Et pour la France, donc c'est un programme qu'on a lancé il y a un peu plus d'un an maintenant avec M2I Formation et FITech, et qui vise donc à former gratuitement des demandeurs d'emploi, soit qui sont des utilisateurs d'outils SAP, des comptables, etc., soit pour être consultants SAP, puisqu'on en recherche un certain nombre sur les solutions SAP dans le cadre du marché high-tech qui est très en vogue en ce moment. Et l'objectif, c'est effectivement que ces personnes-là, à l'issue de leur formation, retrouvent un emploi et avec un taux de réussite de 80% de retour à l'emploi. Donc là aussi, c'est quelque part de la mobilité externe. Et c'est un programme dont on est très content et qui va servir à tout le monde. Anne, peut-être sur les mobilités au sein de Naval Group. Oui, alors nous, c'est vrai qu'on est un groupe qui est sur un marché de niche, donc on a des compétences rares qu'on cherche absolument à préserver. Et la problématique en termes de RH, c'est comment finalement, pour des collaborateurs qui, on le souhaite, vont passer une bonne partie de leur carrière chez nous, et bien comment est-ce qu'on fait en sorte de faire venir le souffle de l'externe. Et ce souffle de l'externe, c'est ce qui nous permet, nous, entreprises de haute technologie, d'innover, d'attirer des jeunes qui sont courtisés par des entreprises toutes plus séduisantes les unes que les autres. Et donc, comment est-ce qu'on fait venir ce souffle de l'externe ? C'est évidemment par de la formation, mais c'est aussi par le fait d'avoir des expériences apprenantes qui permettent de sortir du cadre d'un grand groupe. Et donc, on a mis en place un programme d'intrapreneuriat qui nous permet effectivement d'inciter nos collaborateurs à explorer des voies nouvelles et pourquoi pas tester des marchés qui après vont être intéressants pour l'entreprise. C'est aussi la mobilité interne. Très concrètement, nous, on est une entreprise qui construit et qui maintient nos produits, des sous-marins ou des bateaux. C'est très important pour nous qu'il y ait des allers-retours entre ces différentes lignes de produits. Ça nous permet d'être plus opérants vis-à-vis de nos clients, mais aussi de multiplier les sources d'apprentissage chez nos collaborateurs. Et puis enfin, un petit nouveau qui a démarré avec le Covid, qui s'est accentué récemment. On a une actualité chez Naval Group liée à la fin d'un contrat avec l'Australie. C'est l'agilité entre l'interne et l'externe, l'agilité de filière. C'est-à-dire que concrètement, avec le Covid et notamment toute la crise de l'aéronautique, on a su faire jouer plus qu'avant ces mobilités avec notamment des sociétés du secteur de la défense qui étaient impactées par la crise économique.
Et cette solidarité, cette agilité qui est nouvelle, qui finalement brouille un peu les frontières entre l'interne et l'externe, de l'entreprise au strict sensu, mais plutôt au niveau de l'échelle du secteur. On l'expérimente, nous, en ce moment, puisque on a un certain nombre de collaborateurs qui sont impactés par l'arrêt du contrat australien. Et on cherche à la fois à les repositionner en interne, ça c'est le choix de l'entreprise, mais aussi à faire jouer des mobilités possibles avec d'autres groupes de notre secteur d'activité. Et donc cette agilité, elle est assez intéressante parce qu'elle nous fait dire qu'au quotidien, on n'est plus tellement dans cette frontière interne-externe, on élargit le champ dans lequel on agit, et on cherche avant tout à ce que la logique d'employabilité, elle serve donnant finalement, c'est l'employabilité du collaborateur, mais aussi une certaine performance augmentée de l'entreprise conçue dans une logique augmentée de secteur d'activité concernant Naval Group. Merci beaucoup. Donc, on constate ce besoin d'agilité énormément. Peut-être Séverine, sur ce sujet de l'agilité au sein d'Invivo, vous avez mis en place des dispositifs en ce sens? Alors oui, développer l'agilité, c'est quelque chose aujourd'hui en effet qui est primordial, notamment dans une phase où je pense que les collaborateurs ont aussi, alors ça fait le lien aussi avec la recherche de sens en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, plus en tout cas qu'avant, la crise sanitaire aussi qu'on a connue a apporté aussi une recherche de sens très importante, en tout cas pour les collaborateurs, avec un phénomène aussi où on a besoin, en tout cas, de comprendre en tout cas ce qu'on fait dans l'entreprise et comment on va le faire et quels sont les dispositifs aussi qu'on va mettre en place. Donc si en tout cas la question c'était en effet voilà, quelle est la recherche de sens aussi et comment les collaborateurs, comment on a accompagné ça. L'agilité, on l'a surtout en fait développée à travers le fait qu'on est société à mission. Donc le groupe a très rapidement, dès la mise en place de ce statut, décidé de faire en sorte que la RSE soit vraiment partie prenante de nos statuts d'entreprise. Donc ça, c'est un élément très fort dans cette quête de sens. Et on a réussi par ce biais-là à vraiment développer l'agilité en interne, puisqu'en fait, on a beaucoup de collaborateurs qui avaient besoin aussi d'avoir de la résonance par rapport à notre raison d'être, par rapport à nos valeurs, et qui avaient aussi besoin de se réassurer. Alors, on parlait tout à l'heure de confiance, Catherine, je suis tout à fait en phase avec ce que vous disiez, parce que aujourd'hui, plus que jamais, les collaborateurs ont besoin d'avoir du confiance aussi dans l'avenir de leur entreprise, dans la stratégie qui est mise en place. Donc ça, c'est extrêmement important. Et en fait, pour vous donner un exemple très concret sur la RSE et cette nécessité d'avoir du sens et en quoi ça contribue à l'agilité, on a par exemple eu en magasin en fait, des initiatives au sein de nos jardineries qui étaient extrêmement intéressantes sur le recyclage des déchets. Donc des collaborateurs qui se sont vraiment emparés de ce sujet en mettant en place un vrai cycle de recyclage dans certains magasins. Et donc, cette agilité, en tout cas, qu'ont trouvé les collaborateurs, qui a une vraie résonance au niveau de la direction générale, a fait qu'on a créé des postes. Et donc, on a favorisé de façon intrinsèque la mobilité. Donc, cette personne, notamment, qui avait mis en place ce dispositif, qui était plutôt novateur, aujourd'hui, en fait, a pris un poste de chargé des affaires environnementales chez nous et donc déploie en tout cas ces nouveaux concepts de recyclage des déchets sur l'ensemble de nos réseaux de magasins. Donc voilà, ça fait la boucle en tout cas et c'est vrai que cette agilité, le fait de pouvoir en tout cas détecter la compétence qui va faire que demain, ça va faire résonance avec la raison d'être, ce qui est réellement intrinsèquement l'entreprise et que ça contribue aussi par ce fait aussi au développement des compétences et à la mobilité. C'est en ce sens en tout cas qu'il faut que les entreprises doivent développer l'agilité, si je peux donner un exemple très concret. Merci beaucoup. Caroline, peut-être que vous pouvez également... Oui, alors nous, en termes d'agilité, on a un programme aussi d'intrapreneuriat qui n'est pas tout à fait le même, mais effectivement qui participe de l'envie de nos collaborateurs de participer à des projets, je dirais, qui leur tiennent à cœur,
Donc l'objectif de ce projet, de ce programme d'entrepreneuriat qui est un programme mondial, c'est de permettre à des collaborateurs, donc nos collaborateurs constituent des équipes, alors que ce soit des équipes locales, mondiales, tout pays, tout corps de métier. Ils s'organisent entre eux, ils proposent un projet dont l'objectif c'est vraiment d'améliorer la vie des gens dans le monde. Hein. C'est ça l'objectif, c'est pas intra-SAP, c'est vraiment de s'ouvrir sur le monde. Donc ils bâtissent un programme, un projet qui viennent présenter. Donc on a tous les pays participent, hein, on a une campagne par an. Et ensuite, on les aide donc, à faire progresser leur projet. Donc ils sont formés pendant 6 semaines, ils font des stéréotypes si besoin, ils font des prototypes, pardon, pas des stéréotypes, des prototypes si besoin, ils travaillent leur plan de communication, ça dépend de la maturité du projet à laquelle ils sont. Ils ont un petit funding également. Et lorsque les projets sont sélectionnés, on les détache pendant 1 an ou 2 ans et ils travaillent comme une start-up interne en fait sur ce projet-là. Et à l'issue, soit on intègre cette start-up interne, soit ils veulent de leurs propres ailes. Donc je peux vous donner 2-3 exemples de thématiques qui ont été développées. Par exemple, alors c'est toujours quand même en lien avec le numérique et des outils, mais par exemple, on a une équipe qui a travaillé pour améliorer les tests médicamenteux contre le cancer. Donc à la fois pour que les tests soient moins chers et à la fois qu'on puisse les multiplier. Il y a eu le même type de programme sur justement le zéro déchet dans des entreprises qui produisent beaucoup de packaging. Et également la même chose pour identifier les secousses sismiques dans un pays comme le Japon. Voilà. Donc voilà le type de projets sur lesquels nos salariés se mobilisent. On en a d'autres qui sont plus autour de l'économie circulaire également et sur la mobilité. Alors là, c'est une autre forme de mobilité, mais la mobilité physique. Donc chaque année, on lance un appel à candidature et il y a évidemment une sélection qui remonte d'ailleurs jusqu'au plus haut niveau de l'entreprise. Hein. Donc la dernière sélection se fait au niveau de notre board mondial. Et ensuite, on capitalise avec ses salariés, on investit sur leur projet. Anne, peut-être un exemple d'expérience un peu disruptive que vous avez pu mettre en place. Oui, alors c'est vrai qu'on a parlé de l'intrapreneuriat, ça c'est intéressant. Ce qu'on essaie de faire là en ce moment avec nos managers, notamment leaders, donc des personnes qui vont prendre des postes à responsabilité, c'est qu'on les invite, on met en place en fait un programme spécifique un peu sur mesure, adapté à un besoin client, donc un besoin client concret. Et en fait, on alterne à la fois cet exercice pratique de groupe, de concrètement résoudre un problème et le présenter à notre direction générale. Et on mixe cela à des expériences, des rencontres avec un écosystème qui, au quotidien, n'est pas celui d'une grande entreprise, donc un écosystème start-up, des nouvelles méthodes, notamment de travail. Hein, on parlait de design thinking, aussi des nouvelles approches en termes d'innovation. Donc finalement, on mixe à la fois l'expérience, le travail de groupe autour d'un cas client très concret et la découverte ou l'approfondissement de nouvelles méthodes de travail. Et ça, c'est un bon mix qui nous permet de dire que, certes, ces leaders qui vont prendre des postes à responsabilité, ils sont chez nous et depuis un certain nombre d'années et on aspire à ce qu'ils y restent le plus longtemps possible, mais on leur fait vivre des expériences qui font qu'ils sont évidemment, ils ont grandi en fait, ils grandissent avec nous au fur et à mesure qu'ils restent chez Naval Group. Et ça, c'est particulièrement délicat à faire, mais ça nous paraît important et c'est totalement conforme à notre ADN qui est l'innovation. Et aussi un autre point peut-être qui est, pour rebondir sur un propos sur les AFES, c'est vrai que nous, la transmission des savoirs, c'est au cœur de l'esprit de l'entreprise, de notre raison d'être. Et justement, on est assez volontariste sur l'apprentissage en situation de travail. On a investi 20% de notre budget formation sur l'apprentissage en situation de travail. Et c'est ce qui accompagne cette dynamique de mobilité interne qui, vous l'avez compris, est tout à fait stratégique pour une entreprise comme la mienne. Merci beaucoup. Charles Elliott, je vois que vous acquiescez de la tête. Un commentaire peut-être sur... Oui, je voulais rebondir sur la confiance, évidemment, qui est essentielle. Et avant de parler de confiance, je voulais parler d'alignement. J'ai la chance dans mon entreprise de connaître encore chacun des prénoms
des collaborateurs. Et je leur rappelle très régulièrement le pacte qu'il met en tant que chef d'entreprise vis-à-vis d'eux, c'est de développer leurs compétences. Et ce pacte-là, je le signe avec mes collaborateurs en leur expliquant que chez Global Exam, ils vont développer leurs valeurs, ils vont apprendre énormément de choses. Et je m'assure que leur manager a bien compris que l'objectif, c'est également, parce que c'est leur intérêt, c'est l'intérêt de l'entreprise, de développer les compétences de collaborateurs. Et c'est un point qui me semble extrêmement important, de développer cette culture d'entreprise autour de l'employabilité. Confiance donc, confiance parce que c'est très facile de prendre le cas de l'apprentissage des langues. D'accord, je suis collaborateur, j'ai compris que je dois développer mon employabilité, comment je fais? Et je suis assez stressé d'ailleurs parce que j'ai compris que le monde bouge, j'ai compris que mon entreprise évolue très vite et doit s'adapter. Par où je commence? Et face à ce cas d'école, notre approche était de dire fini l'objectif inatteignable de mon coco, il faut que tu sois bilingue en fait. Mais d'ailleurs, pourquoi tu l'es pas? Tu as fait des écoles supérieures. Tu n'es pas bilingue? Donc, cadre un petit peu anxiogène, pas très actionnable. Exit aussi, bon, je vais faire 40 heures de formation par téléphone. Ça ne marche pas. L'objectif, c'est justement de déterminer un objectif clair, actionnable, qui va permettre de se mettre en marche et d'acquérir cette confiance de, finalement, oui, en faisant 15 heures de formation, oui, en travaillant sur une compétence précise qui va me permettre d'être à l'aise dans mon quotidien professionnel et de mieux bosser, oui, grâce à cette acquisition de compétences précises, je rentre dans une dynamique qui va me permettre de gagner en confiance et de développer mon employabilité. Merci beaucoup. Christine, peut-être sur justement les compétences. Alors, sur les compétences, c'est vrai que nous accompagnons beaucoup d'entreprises qui partent, on va dire, d'un référentiel de compétences. Alors, le référentiel de compétences, c'est hyper complexe à suivre, à piloter, à mettre en œuvre. Mais une fois qu'on l'a, eh bien, ça va nous servir également, nous, en tant qu'organisme de formation, puisque en termes d'agilité et en termes, on va dire, de novation, on a mis en place, en partenariat avec l'AFPA, avec la région des Hauts-de-France et de Pôle emploi, on a mis en place une nurserie et un incubateur. Alors tout simplement, des personnes qui arrivent, qui ne savent pas ce qu'elles veulent faire, elles veulent être dans l'informatique. Oui, dans l'informatique, c'est bien, c'est un métier en tension, ça recrute. Ok, mais je fais quoi? Donc on va les placer dans une nurserie pendant 4 à 5 semaines, c'est-à-dire qu'ils vont découvrir quels sont les métiers. Est-ce que c'est la cybersécurité? Est-ce que c'est le développement? Est-ce que c'est de l'administration? Est-ce que c'est de la data? Est-ce que c'est de l'intelligence artificielle? Et encore, il y en a d'autres, des métiers et des fonctions et des missions dans le cadre du numérique. Donc ils vont les découvrir. Une fois qu'ils sont arrivés donc, à ce niveau-là, c'est une préévaluation, on peut dire aussi une certaine forme d'assessment sur lequel ils vont pouvoir se projeter, maturer leur projet et intégrer une filière de formation certifiante, diplômante ou pas, et au terme de laquelle ils auront au terme un emploi, un repositionnement. Donc on est véritablement dans de la mobilité externe. Et là, au terme, c'est soit je me sens suffisamment assurée pour partir, pour répondre à une proposition de poste, soit il me manque encore des compétences. Et dans ce cadre-là, on va les garder dans ce qu'on appelle notre incubateur, où ils vont être en mise en situation projet, développés. Donc le jour où ils se sentiront OK, où ils se sentiront c'est bon, j'ai les compétences, j'ai les capacités, j'ai la démarche, eh bien oui, ils vont pouvoir sortir et puis être embauchés par une entreprise. Donc c'est aussi ça, dans un organisme de formation, c'est pas uniquement penser du court terme, du cycle court, forcément aller sur des formations diplômantes du long terme, parce qu'on sait bien que l'obsolescence, et aujourd'hui ça nous demande énormément d'agilité en tant qu'organisme de formation, surtout dans le domaine de l'IT. On sait bien que tout évolue à une rapidité monumentale. La technicité, dans 2 ans, elle est obsolète. Il faut passer à autre chose. La preuve en est, Microsoft nous avait promis qu'il ne sortirait pas de version supplémentaire, et là, maintenant, on a 2011. Donc, il faut bien s'adapter, se mettre au goût du jour, accompagner les entreprises, les collaborateurs, les salariés pour être encore plus performants et à maintenir, comme le disait notre ami Charles Elliott, donc maintenir son employabilité. Donc voilà, c'est pas juste que du cycle court ou du titre ou de la formation diplômante. Merci.
Catherine, j'aimerais bien vous entendre justement sur la confiance des collaborateurs. Moi, j'adore ce que j'entends parce que j'entends que des mots qui parlent à mon oreille d'entrepreneur. Tu sais, on parle de confiance, on parle d'agilité, de mise en mouvement. Et du coup, ça m'encourage dans ma folle nouvelle entreprise que je suis en train de développer. C'est pour ça que je suis là aussi. Je découvre. Mais je vais créer une école, en fait, pas comme les autres, une école des indépendants qui réussissent. Parce que je suis persuadée d'une chose, c'est que cet état d'esprit dont on est en train de parler, cet état d'esprit d'audace, cet état d'esprit de confiance, on a tout intérêt à aller le puiser chez les entrepreneurs pour le mettre dans les entreprises. Et c'est précisément ça que va faire cette école dans un premier temps, c'est aller donner cette confiance. Et je suis persuadée qu'elle se transmet. Donc ça, c'est préalable à toute modification des compétences, il y a cette confiance-là. Et puis de l'autre, je pense aussi qu'il va y avoir, et Anne le disait très bien, cette notion, je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi, que c'est ce que tu disais, la frontière dedans-dehors, les talents du dedans, du dehors, en fait, elle devient de plus en plus ténue. Et que nos entreprises, aussi distinctes soient-elles, elles sont en train de devenir des hubs de compétences, on est en train de devenir des écosystèmes ouverts. Et que c'est un véritable enjeu de management, parce que demain, si je dois gérer des indépendants d'un côté et mes collaborateurs de l'autre, ça pose d'énormes problèmes que vous connaissez mieux que moi. Comment est-ce que le partage de l'information, jusqu'où je vais, comment est-ce que je crée cet esprit d'appartenance qui est très important, comment je maintiens une forte culture. Et pourtant, je suis persuadée que, comme le fait l'IT très bien aujourd'hui, et puis tous les métiers du digital, on va chercher des indépendants. J'aime bien dire indépendant et pas start-up, parce qu'il n'y a pas cette dimension toujours très tech. Enfin, c'est hyper angoissant de se dire il faut que je sois super bon en tech. Non, c'est juste que je suis capitaine de ma vie et je ne suis pas salarié. Mais je me dis, de même que les entreprises comme SAP le font très bien depuis longtemps, peut-être que demain, dans les RH, dans les fonctions achat, dans les fonctions R&D, on pourra aussi travailler avec des indépendants. Et ça, il faut complètement qu'on change notre façon de voir. Moi, je n'ai pas la réponse, mais j'ai envie de creuser ça avec vous. J'ai besoin de votre soutien et de vos encouragements parce que c'est vraiment on est à un point de bascule, en fait, aujourd'hui. Donc, à la fois pour, d'un côté, injecter de la confiance, la niaque, des bougeurs dans les entreprises dont on a besoin pour exécuter les nouvelles stratégies, et puis de l'autre, apprendre à mieux collaborer avec ces talents du dehors. Ben voilà, je vais essayer d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Et avec vous, bien sûr. Et c'est vraiment très enthousiasmant d'être à ce point de bascule-là. Donc ce serait casser les codes du dedans-dehors, travailler avec peut-être plus d'indépendants. Oui, c'est ça. Et je ne sais pas si vous partagez ce sentiment que ça va devenir impossible de fidéliser les gens demain. Enfin, on se dit tous, on va les garder, nos talents. Mais moi, je ne crois pas, en fait. Je crois qu'il faut se dire... Ouais. Il faut une bonne fois pour toutes se dire les talents, on va les garder peut-être pendant 1 an, sauf si effectivement on leur propose des programmes où ils vont hybrides, où ils pourront être 50% salariés et 50% avoir leur boulot à eux, ou bien si on les envoie respirer à l'extérieur, ils reviendront ensuite. C'est fou, c'est cette idée de contrôler. Je crois que c'est tellement antinomique avec la façon de vivre le travail des plus jeunes. Vous les fréquentez comme moi, hein, c'est fou. Et il ne faut pas en avoir peur, en fait, je pense. Il ne faut pas en avoir peur, mais ça nous demande à tous qui avons vécu pendant des décennies autrement, un sacré... faut qu'on apprenne à regarder autrement. Et pour regarder autrement, il faut s'entourer de gens différents. Je ne vais pas faire l'apologie de la diversité, mais c'est vrai que ça aide beaucoup. Caroline, vous avez un... Je disais que c'est tentant, oui, l'apologie de la diversité, mais c'est vrai que nous, dans nos recrutements, alors même si on essaye de les garder aussi chez nous... Autrement, il faut qu'on l'imagine autrement. Garder un talent, c'est plus comme avant. Il faut garder un talent, mais effectivement différemment. Et la diversité, effectivement, au-delà de la diversité homme-femme, c'est aussi la diversité des profils. Nous, on dit beaucoup à nos managers... Effectivement, cette personne-là, elle est probablement très bien, mais en fait, c'est ton clone. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des profils aussi divers pour avoir des points de vue divers qui sont aussi, vis-à-vis de nos clients, plus riches et plus riches d'innovation. Et c'est vrai qu'on dit, challengeons les profils qu'on recrute et ne recrutons pas que les gens qui nous ressemblent. C'est tellement difficile de sortir de l'entre-soi parce qu'on est forcément plus confort quand on est avec des gens d'accord avec nous. Et moi, à chaque fois que je suis d'accord avec les gens avec qui je parle, je me dis on n'est pas assez innovant là. On est trop d'accord. Il faut qu'on fasse un pas de côté. Et c'est vrai, comment est-ce qu'on va chercher des profils différents? Pas facile. Un mot pour conclure. Moi, je veux bien juste réagir sur garder les talents. Enfin, l'objectif, évidemment, de l'entreprise et du manager, c'est de développer le talent. C'est pas de le garder. D'ailleurs, c'est une erreur managériale de vouloir garder un talent si la personne ne s'épanouit pas, si elle n'est pas efficace dans son quotidien.
Donc le seul enjeu, c'est de développer le talent. Et C'est après, pour ça qu'il trouver va une rester. pérennité de comment est-ce qu'on continue à créer de la valeur autrement, quoi, avec des gens qui sont de l'extérieur, qui ont un mindset d'indépendant, qui sont capitaines de leur vie, et pour autant qui ont envie de travailler pour moi. Enfin, c'est tellement complexe. J'ai pas la réponse, hein, mais c'est ensemble qu'on va la trouver. Oui, tout à fait. Et peut-être aussi justement accepter que le salariat puisse prendre aussi une tournure beaucoup plus hybride que ça ne l'est actuellement. Je ne sais pas si là-dessus vous avez déjà des outils, des avis. C'est sûr qu'aujourd'hui, le statut d'indépendant, il est très précaire, il n'est pas très enviable, et que le rêve, ce serait d'allier la stabilité du salariat et puis le sens et l'énergie. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de sens en salarié, bien sûr que non, mais toute cette autonomie dont on rêve aussi un peu. Et peut-être que ce sera une voie dans les années qui viennent. Alors sur le besoin d'indépendants, c'est enrichissant. Nous, en tant qu'organisme de formation, on a nos propres formateurs internes, mais on fait énormément appel à des indépendants qui, justement, viennent enrichir par leurs apports, par leur expertise, parce qu'ils sont à la fois consultants et formateurs. Donc, ils enrichissent les contenus de formation et ils nous apportent une autre vision. Donc, on a même des personnes, ça existe déjà, des personnes qui ont une activité d'indépendants, on va dire, en ayant créé leur SASU, et de l'autre côté, une activité où ils sont complètement prestataires au sein d'organismes de formation. Donc, ça existe déjà. Ça existe déjà. Nous, on en a rencontré, on en a quelques-uns qui collaborent aussi avec nous. Donc oui, c'est à développer, à construire, mais c'est source d'enrichissement à tout niveau. Bien, merci. Si personne d'autre n'a ajouté un point, on peut passer aux questions du public, s'il y a des questions. Ou des témoignages. Catherine a envie de... Non, pas de questions? Si. Je ne sais pas si on peut apporter un micro. Il n'y a pas de micro? D'accord, je vais vous donner le mien. Je pense qu'on ne va pas vous entendre. Bonjour à tous. Je travaille pour une société qui fabrique des machines de fin de ligne d'emballage. Donc, nos gros clients sont Danone, Purina, Nestlé. Et aujourd'hui, le sujet m'intéressait fortement puisqu'on a des collaborateurs que l'on forme, puisqu'on n'a pas d'école spécifique qui forme. Et le délai moyen pour qu'un de nos collaborateurs soit autonome sur la partie mise en service de nos machines, c'est 3 ans. 3 ans. Donc, on fait beaucoup d'apprentissage. Donc, on est 200 collaborateurs et cette année, on a intégré 17 apprentis. Enfin, pardon, on est 200 collaborateurs, on a intégré 17 apprentis. Moi, la question, c'est, je veux bien entendre qu'effectivement, les gens ne vont pas forcément rester chez nous, mais du coup, ça va poser problème aux entreprises qui sont très techniques. Donc, du coup, ma question est, comment est-ce qu'on fait pour garder ces talents qui, du coup, mettent beaucoup de temps à être formés et qui ont effectivement énormément envie d'apprendre. Mais du coup, c'est très compliqué sur le long terme pour nous. Moi, ça, je me reconnais, hein, je suis dans la même situation. Pour être un soudeur coq qui est de niveau maîtrise, il faut 10 ans. Donc, moi, j'ai le même problème que vous. Donc, c'est clairement, enfin, pour moi, on est dans des secteurs d'activité qui nécessitent qu'on travaille la fidélisation. Alors, c'est vrai qu'on va pas forcément être d'accord. C'est-à-dire que moi, la fin de l'entreprise, j'y crois pas. Enfin, qu'on se remette en cause dans la façon dont on développe nos collaborateurs, dans notre rapport à l'entreprise, dans la raison d'être qu'on donne, c'est nécessaire. Mais pour moi, il y a un besoin vital, mais aussi de sens, de construire dans la durée. Et donc, typiquement, dans ce que vous décrivez, je le vis au quotidien. Et c'est vrai que cet attachement à l'entreprise, il passe par différents leviers de fidélisation. C'est le sens au travail, c'est aussi la qualité de vie et l'esprit d'équipe qu'on peut retrouver. Enfin, il y a tout un tas de leviers qu'on s'efforce d'actionner. Alors, dans des entreprises, voilà, le levier salarial n'est pas forcément le premier, hein, clairement. Voilà, dans des entreprises d'industrie lourde, c'est pas en général le différenciant. Il y en a d'autres, et c'est vrai que ça passe par, pour nous,
on cherche en fait en interne, même si c'est nouveau, à avoir finalement à travailler, de même qu'on a un discours de marque employeur et d'avoir une cohérence de notre promesse employeur et de la travailler donc, en fonction de ce que nous disent nos jeunes recrues en particulier, mais pas que. Donc là, par exemple, on va lancer une enquête interne en miroir de ce qu'on fait sur notre marque employeur pour dire finalement, est-ce que la façon dont on parle de notre groupe, est-ce que vous le retrouvez dans votre quotidien? Est-ce qu'il y a des écarts? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer pour contribuer à cette fidélisation-là, et en particulier de populations qui vont se former durant plusieurs années au contact de nos plus anciens. Donc, je n'ai pas de recette miracle, hein, mais en tout cas, je partage votre problématique. Alors, il y a aussi une autre solution qui est abordée aujourd'hui dans le cadre de l'évaluation de la réforme de la loi de 2018. C'est que les partenaires sociaux ont enclenché et ont demandé dans leurs 49 propositions que soit abordée la problématique du dédit formation. Il y a une guerre tellement rude et âpre à recruter des talents, à recruter des experts, qu'aujourd'hui la formation coûte cher. Il faut savoir que ce sont aussi des deniers publics que l'État a investis. Et donc, de ce fait-là, lorsque l'on forme des personnes, des talents, l'entreprise souhaiterait pouvoir les garder à minima un certain temps, de façon donc... aujourd'hui, c'est en discussion et en évolution, donc ce n'est pas une réponse immédiate, mais c'est un sujet qui est traité et qui intéresse également au plus haut niveau le ministère du Travail et les partenaires sociaux. Donc, dans quelques temps, nous aurons peut-être une réponse à ce sujet qui est justement comment je peux conserver au-delà que de fiabiliser par un attrait humain, un attrait de valeur, mais véritablement réglementairement. Voilà. Peut-être je me permets un tout petit complément parce que j'ai un élément que je n'ai pas mentionné. Alors, c'est vrai que nous, on a, fort de ce constat, on a cherché à travailler, même si on est un acteur, voilà, on est 15 000 collaborateurs dans le groupe, on est dans une filière qui n'est pas la plus grosse filière en France. La filière navale, ça reste quand même une petite filière. Pour autant, on a cherché à s'associer avec d'autres entreprises donc, de la filière et à se dire, est-ce qu'on ne peut pas arriver à opérer un changement tout simplement du contenu, des formations initiales en particulier, pour faire en sorte que finalement ce soit un petit peu moins l'entreprise qui supporte ce coût de la formation initiale qui est très longue, y compris donc d'acculturation à nos métiers, notre secteur, mais plutôt qu'on arrive à travailler main dans la main avec notamment l'éducation nationale, mais aussi les organismes de formation. Et ça commence à se traduire par le fait qu'on a vraiment des jeunes qui ont un bagage, une expérience de mise en pratique qui est plus proche, et de ce fait, ça réduit le temps de montée en compétences qui, finalement, est pris en charge par l'entreprise, même si en aucun cas ça le réduit, mais ça ne le supprime pas, parce qu'on est effectivement sur des métiers extrêmement techniques et finalement qualifiés. Séverine, vous aviez... Oui, peut-être partager notre expérience au sein de Vivoritel. On a en fait alors des enjeux forts aussi de recrutement. Alors, c'est pas aussi technique, mais on a beaucoup de mal à recruter aussi au sein de nos magasins des vendeurs qui sont spécialisés en animalerie ou qui sont spécialisés dans la dimension végétale. C'est vrai que les enjeux aussi qu'on a, comme dans d'autres secteurs en tout cas, c'est aussi l'attractivité liée au fait qu'on travaille aussi le week-end chez nous. Et donc, le parti pris qu'on a, parce qu'on a ce double effet en effet de problématiques de recrutement, et le fait aussi que nos métiers sont en train de se transformer, puisqu'en fait, demain, nos vendeurs vont devenir des vendeurs augmentés, puisqu'en fait, la dimension digitale va intégrer complètement les magasins, avec en effet, pour eux, la nécessité de travailler aussi sur tablette et de faire la commande, quel que soit en fait le canal de distribution. Donc le parti pris qu'on a, nous, c'est en fait, on est en train de créer un campus. Donc on se dote en fait d'une université interne avec un organisme de formation pour accompagner aussi nos franchisés. L'idée, c'est vraiment d'accompagner toute cette transition, de pouvoir aussi créer des parcours de carrière, en tout cas pour des jeunes qui ne sont pas du tout issus de nos métiers, mais qui ont avant tout en fait un savoir-être, c'est-à-dire qu'ils ont la motivation, qu'ils ont confiance en tout cas, ils ont envie de s'investir dans l'aventure qui est la nôtre. Et force à nous derrière de leur amener les compétences et de les fidéliser à travers ce parcours qui va les certifier. Donc ça, c'est un enjeu très fort pour nous. Parce que bien évidemment, comme dans plein de secteurs, c'est aussi la guerre du recrutement en ce moment.
Donc on a besoin en tout cas de pouvoir les accompagner sur cette montée en compétences à travers cet outil notamment. Et puis de pouvoir aussi porter toute la transition qui est la nôtre à travers le développement de nos marques propres aussi. Donc ce campus va être vraiment ce détenteur de savoir pour pouvoir en tout cas accompagner notamment ces guerres de talents dont vous parlez. Oui, je veux dire juste un petit mot en fait très, très simple que j'ai appris quand j'étais aux États-Unis. Souvent, ils disent des choses simples, les Américains, mais qui sont très instructives sur le sujet de qu'est-ce qui fait qu'on fidélise les gens. En fait, c'est nous qui fidélisons les gens. En fait, on travaille jamais que pour des personnes, pas pour des entreprises. Et je rencontrais cette femme qui s'appelle Jill Nelson, qui a créé une boîte qui s'appelle Ruby Réceptionniste. Vous savez, ce sont des réceptionnistes pour les entreprises qui n'ont pas les moyens de se les payer en interne, mais qui le déportent à l'externe. Et pendant 10 ans, cette société en Oregon a été société de plus forte croissance dans sa catégorie et Best Place to Work. Et je me disais, mais pourquoi les gens ont tellement envie de venir chez vous et pourquoi ils ont envie d'y rester? Et elle m'a dit, c'est très simple, Catherine, il y a 3 mots. Et tous les managers devraient l'avoir en tête. C'est inspire, empower, incent. Elle dit, inspire, c'est l'exemplarité. Tu vois, c'est comme avec les enfants. Il faut que tu sois tous les jours en tant que manager. Tu montres le chemin et c'est ce que tu fais. C'est pas tellement ce que tu dis qui va faire la différence. Empower, ce mot qu'on ne sait pas traduire en français, mais donne la possibilité aux gens de faire, d'oser, d'innover, de se planter, d'entreprendre à l'intérieur de l'entreprise. Et incent, parce qu'après la poésie et les mathématiques, comment est-ce que je te donne une récompense, une motivation? Et dans les startups que je connais bien, c'est souvent qu'on donne une part du capital aux gens. Je ne sais pas si c'est des choses envisageables à nos grandes échelles, mais en tout cas, il y a cette dimension de récompense. Donc, j'ai bien aimé ces mots de Jill Nelson auxquels je pense souvent. Merci beaucoup. Oui, une question encore. On a le temps encore pour les questions? Oui. C'est plus un commentaire qu'une question. Ça résonne avec ce que vous dites. Je suis Hervé Guichard, DRH de Goodyear France, mais je vais vous parler de mon expérience d'avant. J'ai travaillé pour le groupe Mars, donc les confiseries, de 1997 à 2004. L'usine dans laquelle j'étais a été vendue. Et en 2021, sur les 7 personnes du comité de direction de l'époque, 15 ans plus tard, il y en a 4 qui sont revenus. Et ils sont revenus justement par ce sentiment d'appartenance, alors qu'ils ont fait tous des carrières chez Lustucru, chez L'Oréal, etc. Mais 15 ans plus tard, ils sont revenus parce que l'entreprise avait tellement marqué les gens en termes de sentiment d'appartenance. Et nous, RH, c'est ça qu'on peut faire. C'est fidéliser, non pas pour le poste d'après, mais fidéliser pour dans 10, 12, 15 ans. Et si la personne a eu ce sentiment d'appartenance très fort à l'entreprise, peut-être qu'un jour elle reviendra. Peut-être qu'un jour elle reviendra. Et là, on a fidélisé les gens. Alors, c'est sûr que oui, on met 3 ans à la former. C'est compliqué. On est sur du plus court terme. Mais peut-être que cette personne-là, dans 4, 5, 6 ans. Et l'autre rôle, en tant que RH qu'on a, c'est de garder le lien. Et ça, on a la chance incroyable avec les réseaux LinkedIn et compagnie de pouvoir garder ce lien. Moi, je viens de recruter, c'est pas très bien, mais je viens de recruter 3 personnes qui ont travaillé chez Goodyear il y a 10 ans. Enfin, c'est pas très bien, j'en sais. Mais j'ai débauché chez des collègues, on va dire. Mais j'ai recruté 3 personnes qui ont travaillé. Et pourquoi ? Parce que je suis resté en lien avec eux, notamment via LinkedIn. Je ne travaille pas pour LinkedIn. Mais voilà, via les réseaux sociaux en général. Et ça, RH, pour nous, développer le sentiment d'appartenance à l'entreprise. Je vais vous redonner une anecdote, mais les 7 personnes de l'équipe de direction, on n'a jamais acheté de Nuts de Nestlé. On a toujours acheté des Mars, des Twix, des Snickers, parce que c'était Mars. On était, voilà, c'est plutôt la plaisanterie. Mais voilà, développer le sentiment d'appartenance. Nous, RH, je pense que c'est notre rôle. Et puis garder le lien. Pour fidéliser, il faut aussi garder le lien pour dans 3, 5, 10, 15 ans. Mais évidemment, on est sur la fidélisation long terme et qui ne répond pas aux exigences parfois court terme, business. C'était plus un commentaire qu'une question. Mais juste pour rebondir sur votre commentaire, je pense que les réseaux d'alumni marchent très très bien. Et nous on en a. Et c'est vrai que les gens gardent le lien avec leur ancienne entreprise, même s'ils sont finalement parfois à la concurrence. Mais du coup, ça participe de cet écosystème aussi, où finalement, on finit des fois par se retrouver, que ce soit dans la même entreprise, dans un autre écosystème, chez des partenaires, etc. Et finalement, effectivement, je pense que garder le lien, comme vous dites, ça compte beaucoup. Et la culture de l'entreprise fait beaucoup
pour garder les gens ou les faire revenir, hein, parce que nous aussi, on a plusieurs cas où les gens partent, prennent l'air à l'extérieur et reviennent. Et c'est vrai que c'est l'expérience qu'ils ont vécue en interne qui les marque et qui les font revenir. Hein. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a encore le temps pour une question ou c'est fini? Je sais pas. Non, c'est fini. Ok, très bien. Donc du coup, j'ai juste le temps. Merci à vous tous. Et j'ai le temps de vous dire que tout de suite, il y a l'atelier Grand Alexander sur les outils digitaux et collaboratifs, en faire des leviers d'engagement pour transformer l'organisation. Voilà.